Engagez-vous et surtout, croyez en ce que vous faites. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'accueillir pour ce live. Alors je suis Sacha Elfen, j'ai 23 ans, je suis d'origine alto-sécanaise, donc je suis né à Levallois-Perret où je suis aujourd'hui conseiller municipal. J'ai également des responsabilités dans le mouvement de jeunesse de la République En Marche, les Jeunes avec Macron, où je suis en charge des relations extérieures et également porte-parole. C'est une bonne question, je pense qu'il y a plusieurs réponses. J'ai eu un parcours d'abord associatif dans un premier temps, avant ma majorité, et je n'avais pas vraiment, si tu veux, de place. Je ne trouvais pas ma place dans l'écosystème politique. À mon arrivée à la majorité, je me suis quand même beaucoup plus intéressé. J'avais un tropisme très européen. Finalement, Emmanuel Macron répondait vraiment à ce que j'imaginais comme société et ce que j'imaginais pour l'Europe de demain. Donc c'est naturellement que je me suis engagé, que j'ai sauté le pas de l'associatif vers le politique. Néanmoins, j'ai continué pendant un moment à avoir des responsabilités chez les Jeunes avec Macron. J'étais référent départemental et Hauts-de-Seine, donc là où je suis né. Et en même temps, j'ai monté une association de voyage à l'Université Paris-Nanterre où j'ai fait ma licence de droit, qui avait pour but en fait de permettre à tous les étudiants de voyager et découvrir l'Europe, peu importe leurs conditions de revenus. Donc c'était vraiment important pour moi, et donc finalement j'ai toujours un peu lié la politique et l'associatif. Aujourd'hui, je me consacre à mes études et à la politique. Je pense que la jeunesse, c'est un puits de ressources assez incroyable. On a quelque chose entre nos mains, l'engagement, quelque chose d'assez dingue. On l'a vu pendant le Covid-19. La jeunesse a été énormément mobilisée sur des actions solidaires envers nos aînés ou même envers les plus démunis. On le voit même au-delà du Covid-19, de façon générale, il y a énormément de bénévoles jeunes qui prennent du temps pour faire de l'aide aux devoirs gratuitement, faire la soupe populaire. C'est quelque chose d'assez dingue. Je pense que l'engagement de manière générale ne doit pas être que politique. L'associatif, c'est quelque chose d'extrêmement riche, extrêmement large. Tout le monde peut y trouver sa place. Il y a maintenant la réserve civique. C'est des choses qui vraiment peut nous permettre justement de nous engager pour la société. Et j'encourage vraiment tous les jeunes à le faire parce que c'est des expériences qu'on ne retrouve pas dans le milieu académique. Le milieu académique nous permet d'avoir des connaissances solides pour travailler, pour comprendre la société. Mais je pense que l'expérience de terrain, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pour rien au monde, je reviendrai sur les engagements que j'ai eus. Et si j'ai un message à faire passer, c'est engagez-vous parce qu'on est à cette richesse pour le pays, pour la société. Donc, on a tous quelque chose à apporter. Alors non, j'aime pas le mot mentor. Mais même si j'ai des gens, des personnes politiques, des personnages politiques qui je suis assez proche, mais j'aime bien, j'ai des modèles par contre. Et ça, c'est assez caractéristique. J'ai été bercé dès le bon plus jeune âge par la vision assez progressiste de Simone Veil et sa vision sur l'Europe. Donc ça, c'est un héritage familial que j'ai eu. Donc même si je ne l'ai pas connu en tant que ministre ou à des responsabilités européennes, j'ai quand même été bercé dans cette vision-là. Mais par contre, j'ai quelqu'un que j'admire beaucoup, avec qui j'ai eu la chance d'échanger de temps en temps, qui est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui était député, et qui est toujours député, mais qui a du coup laissé sa place à sa suppléante dans les Hauts-de-Seine parce qu'il est devenu ministre. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je respecte aussi beaucoup. Il est très jeune, il a des responsabilités plus au sommet de l'État, donc voilà, ça peut être inspirant. Je dirais deux. Il y en a un qui n'est pas vraiment politique, plus citoyen, et l'autre, vraiment politique. Le premier, il n'est pas très drôle, mais il m'a fait comprendre qu'on était une nation et qu'il fallait vraiment s'engager pour la société et partager ce message. C'était quand il y a eu les attentats en fait, de Charlie Hebdo. Je me rappelle d'avoir été à Place de la République. Cette foule immense, réunie pour des valeurs, réunis pour une liberté, réunis pour la devise liberté, égalité et fraternité. C'est quelque chose qui était extrêmement fort. Je m'en rappellerai toute ma vie. Ça m'a beaucoup marqué, ça a beaucoup marqué mon cheminement de pensée politique également, qui sont les défenses de nos libertés, de nos valeurs. Et le deuxième, toujours par avec le tropisme européen, qui était un discours, je pense, le plus inspirant que j'ai entendu de la part du président de la République, était le discours de la Sorbonne, où justement il défendait une Europe forte, une Europe du XXIe siècle. Et j'espère qu'un jour on pourra tendre à ça et qu'on voit déjà ça commence à porter ses fruits avec la nouvelle législature au Parlement européen. Mais c'est vrai que ce discours m'avait particulièrement touché. Comment il est un porte-parole des Jeunes avec Macron ?
Alors, je vous promets, je ne me suis pas levé le matin en me disant que j'allais devenir porte-parole des Germains. C'est un concours de circonstances. Il faut croire en sa bonne étoile. Je n'avais pas du tout la prétention de devenir un jour porte-parole. J'ai commencé, comme beaucoup de militants, à simplement vouloir m'engager. Je le fais toujours, hein, mais c'est très simplement. J'ai zéro responsabilité. J'ai commencé à tracter, j'ai commencé à coller. Après, j'ai eu des responsabilités sur le plan local, puis départemental. Et un jour, Ambroise Méjean, qui est le délégué général des Jeunes avec Macron, m'a proposé de rejoindre son équipe. Donc, donc c'était une liste, un scrutin de liste. On a été élus après les européennes. Et il y a quelques mois, en plus de mes responsabilités pour le mouvement, donc avec cette liste et ce bureau national, Ambroise m'a proposé d'être porte-parole. Donc, c'était un concours de circonstances. Je suis très fier de représenter le mouvement avec Clémentine Dupuis, qui est ma binôme également, qui est coordinatrice du Nord, qui est une personne aussi exceptionnelle. Et voilà, c'est quelque chose qui arrive comme ça parce que on vous le propose. C'est pas simple, mais on fait de son mieux et je continuerai à porter les valeurs du mouvement avec force et conviction. Non, c'est pas du tout indiscret. Et oui, j'ai un avis sur la PPL, la proposition de loi sécurité globale. On a entendu beaucoup de choses sur la PPL sécurité globale. J'aimerais juste qu'on recontextualise un petit peu. La proposition de loi sécurité globale, elle arrive après un rapport qui avait été remis au gouvernement par 2 députés de la majorité il y a quelques années. Au début de la mandature, c'était une loi en fait qui permettait de mieux accompagner nos policiers avec justement des nouveaux outils, des outils plus modernes, avec la mise en place d'une police municipale et d'un renforcement de cette police, et surtout mieux accompagner la formation de nos agents privés en vue des grandes échéances qu'on va connaître avec les JO par exemple. Parce qu'on voit que depuis les attentats, la sécurité privée a pris une place très importante dans notre quotidien. Le but, c'est quand même de mieux accompagner. Je pense que tu me demandes mon avis sur l'article 24, en fait, finalement, parce que c'est ce qu'on entend dans les médias. L'article 24, il va être réécrit dans 15 jours, donc un peu moins de 15 jours. Le Premier ministre va recevoir justement des propositions et le gouvernement va travailler dessus et ça sera présenté au gouvernement. Je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'objectif de cette loi, c'est dans un premier temps, de garantir les libertés de chacun et dans un second temps, maintenir l'ordre. La France est un pays de liberté et d'ordre. Donc je pense qu'il faut un petit peu désacraliser l'article 24, il va être réécrit, mais c'est une très bonne loi. Il faut aller au bout et justement préserver et les libertés et l'ordre. Bon, qui suis-je pour donner mon avis déjà? Je pense qu'il faut être un petit peu humble face à la situation et comprendre que nos décideurs se sont retrouvés face à une situation absolument inédite. Personne ne pouvait imaginer 6 mois avant ce qui allait se passer. Le Covid-19, on a appris à vivre avec. Et le gouvernement, en fait, a découvert aussi le Covid-19. On ne pourra jamais reprocher au gouvernement d'avoir menti. On ne pourra jamais reprocher au gouvernement d'avoir été non préparé. En fait, le gouvernement a suivi les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il faut imaginer que le monde entier s'est retrouvé face au même problème, au même moment, sans information. Donc, je pense que la gestion de crise, elle a été bonne avec les informations qu'on avait à ce moment-là. On voit qu'aujourd'hui, on connaît mieux le virus, qu'on anticipe beaucoup mieux les choses, que le deuxième confinement, par exemple, est vraiment une belle réussite parce qu'on a quand même un taux d'incidence qui est un des plus faibles d'Europe avec cette deuxième vague, qu'on est en train de travailler sur un plan de vaccination. Donc voilà, je pense que ça a été bien géré. Je comprends que les Français se sont un peu perdus à un moment donné et se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut recontextualiser. On est dans une situation absolument inédite où le gouvernement a mis en place des aides absolument exceptionnelles pour à la fois nos entreprises, à la fois nos étudiants et de façon générale pour toute la population pour que en fait, on ne soit pas trop impacté sur le plan sanitaire et économique. Maintenant, il va falloir apprendre à vivre avec le virus, à le combattre et surtout à imaginer le monde de demain avec la pandémie parce qu'elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. On va avoir une arme qui va s'appeler le virus. On va avoir une arme qui s'appelle le vaccin. Il va falloir le développer et travailler avec, mais ça ne résoudra pas tout. Donc voilà, moi je trouve quand même que la gestion de crise a plutôt été bonne, même si il y a eu des erreurs et le Premier ministre l'a dit, mais ça, elles ont été commises par le monde entier. C'est une super question. Là, je pense qu'on a de la chance d'avoir un vaccin. Enfin, d'avoir un vaccin. On n'a pas encore le vaccin, mais d'avoir des pistes pour le vaccin. Le 29 décembre, si je ne m'abuse, où l'Organisation européenne du médicament va pouvoir se prononcer sur la mise en circulation ou non de 2 vaccins.
On verra ce qu'ils décident. Je peux comprendre que les Français soient un petit peu inquiets par le vaccin, parce que c'est quand même quelque chose de très nouveau. On ne connaît pas encore exactement les effets secondaires, on ne sait pas s'ils fonctionnent, parce que justement, cette agence n'a pas rendu ses conclusions. Je pense qu'il faut partir du principe que l'État a toujours tout fait pour nous protéger et fait toujours son possible pour protéger les populations, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, on voit que ceux qui veulent se faire vacciner en premier, c'est les personnes les plus à risque, qui sont en fait les personnes âgées. Et on voit d'ailleurs que le plan de vaccination mis en place par le Premier ministre et le Président de la République va toucher en premier les personnes qui sont dans les EHPAD, donc c'est 1 million de personnes. L'État a quand même acheté 200 millions de doses, ce qui va pouvoir permettre de vacciner 100 millions de personnes, ce qui est largement supérieur au nombre de Français sur le territoire. Donc en fait, tout est prêt pour mettre en place une vaccination massive. Maintenant, elle ne sera pas obligatoire. Il va y avoir plusieurs étapes dans la vaccination, dans le plan de vaccination. Maintenant, j'encourage vraiment à attendre, à être patient sur le vaccin et surtout à faire en sorte de se protéger, mais surtout protéger les autres. Le vaccin peut devenir un des gestes barrières qui permettra d'endiguer cette pandémie. Donc voilà, il faut voir avec ça avec un petit peu de recul et attendre les conclusions de l'Agence européenne de santé. Mais je ne peux pas douter que cette agence, si elle met sur le marché 2 vaccins, que ce vaccin soit bon et efficace. Alors, est-ce que j'irai me faire vacciner? Quand je pourrais, quand le Premier ministre dira que ma tranche d'âge peut aller se faire vacciner, je le ferai directement, sans hésitation, parce que voilà, ça fait partie aussi de ma philosophie. Je crois à la protection de l'État, je crois à nos institutions et à nos agences. Je crois aussi à l'Europe. On ne va pas empoisonner 500 millions d'Européens. Donc, si ça permet de sauver des vies, si ça permet de me protéger aussi, parce qu'on l'oublie trop souvent, mais notre tranche d'âge n'est pas immunisée contre ce Covid, malgré ce qu'on peut entendre. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en réanimation, il y a beaucoup de jeunes qui ont des formes graves du Covid-19. Donc, j'irai me faire vacciner et j'inciterai tous les jeunes qui me posent la question d'aller se faire vacciner. Et surtout, faut avoir en tête qu'en se vaccinant, on protège aussi les autres et nos aînés. Alors, mon ambition à court terme, ce sera de faire la campagne du président de la République pour 2022 s'il est candidat. J'espère qu'il sera candidat à sa réélection pour 2022. Je mettrai tous mes efforts dans la bataille. Ça, c'est vraiment mon objectif numéro 1 aujourd'hui. Préparer la campagne, préparer le terrain et faire en sorte que le président de la République puisse concourir sur un deuxième mandat. Et puis justement, développer sa vision de la société et faire grandir la France dans une Europe à la fois ambitieuse, durable et sûre. Donc ça, c'est vraiment mon objectif. Et sur un plan plus personnel, je vais finir mes études. Ça sera déjà très bien. Et j'aimerais bien servir mon pays, pas dans l'armée, mais plutôt sur un poste, soit dans l'administration ou dans un cabinet ministériel. Voilà un petit peu où ça en est. J'ai très envie de servir l'État. Mais avant ça, il faut finir ses études. Allez-y. Ne vous mettez pas de barrières. On se met beaucoup de barrières. On a beaucoup de préjugés. On est trop jeune, on n'est pas assez expérimenté, on n'a pas forcément encore plus idéologique. C'est faux. Je pense qu'on est tous capables de réfléchir, on est tous capables d'avoir une opinion, on est tous potentiellement intéressés. La politique, même l'associatif, j'irai plus loin, ça permet de changer la société. Ça permet de la mettre aussi à l'image de ce qu'on veut pour demain. Je le vois aussi comme un levier d'action. La jeunesse doit se faire entendre. On ne doit pas laisser le champ qu'à des personnes qui ont 60 ans et plus. J'ai rien contre nos aînés. Heureusement qu'ils sont là et heureusement qu'ils nous apportent leur sagesse. Mais je pense qu'on a aussi une vision qui est nouvelle, une vision pour le monde de demain et le monde de nos enfants. Et donc du coup, n'ayez pas peur. Prenez le temps de la réflexion. Engagez-vous et surtout, croyez en ce que vous faites. Ne vous mettez pas de barrière, croyez en ce que vous faites et surtout, faites ça avec plaisir. C'est ça le plus important. Faites ça avec plaisir parce que le jour où on ne prend plus de plaisir à faire quelque chose, donc par exemple à faire cette interview ou à aller faire la soupe populaire, il faut arrêter parce que ça veut dire qu'on est amené à faire autre chose. Donc prenez du plaisir, ne vous mettez pas de barrière et engagez-vous. Une anecdote à vous raconter. Oui, c'est vrai. On m'avait demandé s'il y avait une anecdote. J'en ai plusieurs. À vrai dire. Et c'est pour dire à tout le monde, à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qu'il faut croire un petit peu au destin et comme quoi rien n'est calculé. Un jour, j'étais encore référent des Hauts-de-Seine et on m'appelle un vendredi, à peu près à la même période, mais un peu plus tard dans le mois de décembre.
Bon, Sacha, est-ce que tu peux venir à 22h30 vendredi, là maintenant, ce jour-là, à une adresse qui était en fait le QG des Européennes de la République En Marche. Je ne m'explique pas pourquoi, on m'a dit il faut que tu viennes. Bon, ok, je m'exécute, j'y vais et je me retrouve dans un QG de campagne. Je ne savais pas à l'époque que c'était QG de campagne et je vois donc la personne qui m'avait appelé, qui était le numéro 2 du mouvement en charge des territoires, Ludovic Bain, Pierre-Gaël Bessière, qui était chargé de mission à l'époque, non, qui n'était pas chargé de mission, pardon, qui était stagiaire à l'Élysée, et Vincent Encore, qui était chargé de mission à l'époque à l'Élysée, mais qui avait rejoint le cabinet du président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Gilles Lejean. Il venait de quitter ses fonctions et en fait, ils me disent bon, on a besoin d'un bénévole sur la campagne pour m'aider à gérer tous les bénévoles de France. On a besoin de quelqu'un et ça peut être toi. Est-ce que tu es prêt? Bon, c'était pas du tout calculé, ces personnes-là, je les ai jamais vus. Et à la fin, j'ai pris le temps, peut-être d'une journée de réflexion, et j'ai dit oui. À la fin, j'ai vécu une expérience assez incroyable, qui était de vivre une campagne au cœur du réacteur, organiser la répartition et justement l'organisation d'une campagne avec les militants. C'est quelque chose de assez dingue, surtout à mon âge. C'est des personnes que je connaissais de nom, mais que je ne connaissais pas. J'étais assez intimidé et aujourd'hui, avec le recul, c'était une expérience incroyable et en plus, ça m'a permis de me faire des vrais amis. Des personnes sur qui je peux compter, et comme quoi ceux qui disent qu'on ne peut pas se faire des liens politiques, c'est faux, parce que aujourd'hui on a une vie sociale très remplie. Quand on peut se voir hors période de confinement, on le fait. Quand on peut partir en vacances quelques jours, on le fait, et c'est des belles rencontres. Et donc du coup, croyez un petit peu en votre destin, parce que si j'avais pas pris mon téléphone ce soir-là, je suis pas sûr que je me serais fait et des amis et vécu une expérience incroyable.